Et je salue mon invité qui s'est assis dans le studio 72. Bonjour Jean-Claude Mailly. Bonjour. Jean-Claude Mailly, vous dites que la réforme du gouvernement est une réforme anti-jeune, mais en faisant les calculs, on s'est aperçu cette semaine tous ensemble que même les petites pensions seront touchées, les retraités d'aujourd'hui. Oui, tout le monde est touché. Quand je dis une réforme anti-jeune, c'est par rapport à la durée de cotisation. Puisque là, on est en train de dire, dans le projet gouvernemental, à la génération née en 73, vous allez devoir travailler beaucoup plus longtemps, 43 ans, avant d'avoir une retraite à taux plein. Ça veut dire que on cible, ce faisant, une population qui est la population la plus jeune. Et cette population qui rentre plus tardivement sur le marché du travail, qu'on soit diplômé ou pas d'ailleurs. L'âge moyen d'entrée, c'est 23,5, 24. Si vous mettez 43 ans derrière, ça fait 67 ans. Ils rentrent plus tardivement et on leur demande de rester plus longtemps. C'est ça le côté anti-jeune de la réforme qui a été présentée. Mais aujourd'hui, les partis de gouvernement, droite ou gauche, sont d'accord pour dire que puisqu'on vit plus longtemps, il faudrait travailler plus longtemps. Certains disent, pour nous c'est évident, qu'est-ce qui n'est pas évident pour vous? C'est loin d'être évident. D'abord, l'espérance de vie, elle n'augmente pas depuis 10 ans ou 20 ans. Le point commun entre les gouvernements, c'est une ligne de politique économique, alors avec des petits ajustements, mais qui est quand même une politique économique assez libérale au sens économique du terme. Or, quand on regarde l'espérance de vie, plusieurs choses. D'abord, l'espérance de vie en bonne santé. Celle-là, elle n'augmente pas. Elle a même baissé d'un an depuis le début de la crise, au moins pour les hommes. C'est descendu à 61,9 ans pour les hommes, stabilisé pour les femmes. Une autre étude, d'ailleurs les scientifiques n'ont pas encore toutes les explications, montre que certes l'espérance de vie augmente, mais dans le même temps, la période en incapacité partielle ou permanente augmente elle aussi. Avant, elle était de 15 ans et demi, elle est de 22 ans. Donc toute une série de raisons. On ne peut pas prendre que le critère de l'espérance de vie à la naissance. Donc ça veut dire certes, on vieillit globalement, on vit plus longtemps, mais dans quelles conditions? Et l'espérance de vie en bonne santé, c'est quand même un critère qui est important. Donc il n'y a aucune raison, selon nous, pour que de manière continue, ça fait quand même, c'est le marqueur des 6 réformes, enfin 5 qui ont eu lieu, et de la 6e. C'est le marqueur de ces réformes. Pour quelle raison alors? Là, écoutez, dans le cas présent, je pense que la raison essentielle, c'est ne pas déplaire au marché financier où les rassurer et répondre aux engagements que la France, comme d'autres gouvernements, ont pris dans le cadre du pacte budgétaire européen. C'est quand même le seul point, l'allongement de la durée, qu'avait annoncé le président de la République en matière de retraite dès la conférence sociale. Il avait dit « on vit plus longtemps, il faudra travailler plus longtemps ». Le Premier ministre, quand il présente le mardi soir le dossier, il commence par ça et de manière assez longue. Ça veut dire qu'ils en font un marqueur, comme les gouvernements précédents. Et je leur ai même proposé un plan B. Oui, alors c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce qu'il n'y a pas si vous dites que ça n'est pas la bonne solution, il y a d'autres solutions? Alors, sur ce plan-là, je leur ai dit, attendez, ça va, c'est ce que vous nous dites le mardi matin, ça conduit à intervenir après 2020. Qui connaît aujourd'hui la situation économique, même pas l'année prochaine, donc d'ici 2020, etc. Vous mettez en place un comité de pilotage avec des experts qui donneront des conseils au gouvernement et le gouvernement choisira. Mettez ça comme critère, mais décidez pas maintenant et on verra ça plus tard. Même ça n'a pas marché. Alors après, moi je pense pas qu'il y avait urgence sur le dossier des retraites. Il y a des décisions à prendre. Nous on assume l'augmentation de la cotisation, tant côté salarial que côté patronal. Je pense qu'on aurait pu y voir plus clair, pas une réforme systémique, ça on est contre, mais y voir plus clair quand vous regardez le tableau de financement de la Caisse nationale d'assurance vieillesse régime général. Il faut être techno à Bercy pour s'y retrouver, je veux dire. C'est un vrai jeu de bonneteau. Donc, y voir plus clair, à partir de là, savoir ce qui doit être financé par la cotisation, ce qui doit être financé par l'impôt. Mais on est loin de tout ça. Alors, il y a des aspects positifs, aussi. Moi, je le nie pas, notamment en matière de pénibilité ou d'amorce de réduction des inégalités hommes-femmes. Jean-Claude Mailly, vous parlez de la cotisation. Ce qu'on a compris quand même, c'est que les entreprises, cette baisse des cotisations, cette hausse des cotisations patronales pour les retraites, elle sera compensée par une baisse des cotisations patronales sur la famille. Finalement, qui va payer? Et on entend même, c'est ce que dit Pierre Gattaz au MEDEF, que même la cotisation pour le compte pénibilité serait compensée. Ce qui veut dire, les entreprises, dans cette réforme, elles ne paient rien. Oui, ce qui n'est pas normal. Est-ce que c'est ce que vous avez compris? En avez-vous confirmation? Écoutez, mardi sur le compte pénibilité. Oui, mardi matin, c'est pas ce qu'on avait compris. J'étais satisfait de voir que ce sont les entreprises qui allaient, par une cotisation mutualisée, payer sur la pénibilité. Depuis, il y a eu la visite de Monsieur Moscovici à l'université d'été du MEDEF, et effectivement, on a le sentiment que les entreprises vont être totalement épargnées. J'ai même cru comprendre, moi, que sur les 0,15 et voire la pénibilité, augmentation de cotisation patronale, ce serait pas compensé par les AF. Ce serait compensé par des réductions de dépenses.
Ah oui, et ça pourrait être compensé par des réductions de dépenses. Et les baisses de cotisations allocations familiales qui sont en débat interviendraient en plus après. Donc ça fait quand même beaucoup dans cette affaire. C'est-à-dire que le patronat, les entreprises sont exonérées de participer à un effort que les salariés acceptent. Je dis pas par plaisir, puisque ça fait quand même une petite perte sur le pouvoir d'achat, mais par solidarité. L'augmentation de cotisation pour les salariés, elle va être réelle. Les entreprises aussi, mais elles y échappent d'une certaine manière. Et ça, c'est pas normal. Pour les salariés, cette baisse des cotisations familiales pour les entreprises annoncée, donc pour compenser la hausse de leurs cotisations vieillesse, ça va être quoi pour les ménages? Ça va être le retour de la question sur la TVA, sur la CSG? Qu'est-ce que ça peut être? On ne sait pas. Moi, je n'ai jamais fermé la porte à ce débat en disant dans la politique d'allocation familiale, il faut qu'on sache d'abord, on discute pas d'argent, on discute d'abord principe. Quelles sont les prestations financées par la cotisation parce que relevant d'une logique de sécurité sociale? Quelles sont celles financées par l'impôt parce qu'elles relèvent d'une logique de politique publique? Je rappelle d'ailleurs qu'aujourd'hui, les allocations familiales sont financées par une cotisation patronale, mais aussi par de l'impôt. Il n'y a pas que de la cotisation. Donc ce débat-là, si demain ça conduit à dire on transfère une part de la cotisation patronale vers un impôt, quel type d'impôt? Je vais être clair, ça ne peut pas être la CSG. Ça veut dire que la CSG, c'est les salariés qui paieraient plein pot. Là, ce serait une sacrée perte sur le pouvoir d'achat. Mais on peut regarder sur d'autres types d'impôts, sur les dividendes, etc. On peut compenser. Mais dans le même temps, si jamais il y avait une baisse de cotisation patronale sur les allocations familiales, je pense qu'on peut en avoir besoin, au-delà de la question des retraites, sur l'assurance chômage. On va avoir une négociation assurance chômage qui va être coton, pardonnez-moi l'expression, d'ici la fin de l'année. Donc tout ça se discute calmement, mais là on a effet d'annonce sur effet d'annonce, on augmente, après on prend en cours. Enfin, plus personne s'y retrouve en gros, quoi. Le 10 septembre, vous appelez à manifester dans la rue, donc contre cet allongement de la durée de cotisation à partir de 2020. Est-ce que c'est aussi contre cet effet zéro coût pour les entreprises? Est-ce que c'est aussi quelque chose... Ça fait partie, ça va faire partie, oui, des revendications. C'est à la fois sur l'aspect retraite et essentiellement pour nous sur la durée de cotisation, même si vous avez raison, les retraités payent aussi dans cette affaire. Puis la question, parce que c'est lié des salaires, le salaire et de l'emploi. C'est trois thèmes fortement liés. Et la durée de cotisation sur les retraites, c'est un élément clé, oui. Et puis Jean-Claude Mailly, il y a quand même, là on parle des 7 milliards pour le régime général, pour les salariés du privé. Il y a quand même 20 milliards de déficit en 2020. Ça vous concerne quand même. Il y a donc le régime des fonctionnaires. 8 milliards de déficit, ça on n'en parle pas. Et puis il y a les retraites complémentaires, ça c'est de la cogestion paritaire. Et ça on n'en parle pas non plus. Sur la fonction publique, je rappelle que l'estimation, c'est une convention comptable. Puisque aujourd'hui, l'État, le gouvernement est obligé de prendre en compte budgétairement le coût des pensions dans la fonction publique. Et le gouvernement là a renoncé à changer les critères, tout simplement parce que le taux de remplacement est identique. Alors sur les retraites complémentaires, nous avons signé un accord en début d'année qui permet non pas de régler tout ad vitam aeternam. Des indexations des pensions. Oui, une sous-indexation pendant 3 ans, ce que nous avions déjà fait en 1994, pendant 4 ans d'ailleurs. Il y a même eu un gel à l'époque pour les cadres. Donc là, il y a une sous-indexation temporaire, avec là aussi une augmentation légère de la cotisation, y compris des entreprises. C'était important qui ouvrent des droits. Mais ça règle le problème de 2020, ça? Non, ça règle pas tout. Mais attendez, vous savez, il y a une part... Non, ça règle pas tout, je suis bien d'accord. Mais il y a une part de la situation des régimes sociaux, que ce soit la maladie, que ce soit la retraite, qui est aussi fortement dépendante de la situation économique et de l'emploi. Si la situation se dégrade, il n'y a pas que les retraites qui voleront en éclats. C'est y compris la société qui risque d'avoir de sacrés problèmes. Dernière question, Jean-Claude Mailly. Les salariés les Conti, les Continentales à Clairoy, les prud'hommes disent qu'en effet, il n'y avait pas de motif à licenciement économique. On nous annonce la loi Florange, la loi sur l'obligation de cession d'un site rentable, ou la tentative de cession d'un site rentable, pour mi-septembre. C'est quelque chose qui pourra être utile? Oui, enfin, je considère que c'est en retrait par rapport à ce qui avait été annoncé, parce qu'en gros, c'est le comité d'entreprise dira, oui, l'entreprise a fait le boulot, si elle n'a pas fait le boulot, on pourra aller en justice. Bon, c'est quand même assez limité. Nous aurions préféré, y compris de pouvoir envisager, pas systématiquement, ce qu'un ministre appelait la nationalisation temporaire quand c'est nécessaire. Mais concernant les salariés de Conti, ça pose le problème d'ailleurs de l'examen du motif économique. On voit bien que ça n'est toujours pas réglé. Plus là, en l'occurrence, les problèmes de reclassement, mais ça veut dire quand même que c'est 700 salariés qui n'ont plus de boulot et qui se trouvent dans une situation quand même difficile. Et c'est très long, les procédures, c'est très long, 2 ans, c'est très long. Et j'entends que sur cette loi de cession, la loi Florange n'est pas d'impatience particulière. Non, parce que c'est pas ce qu'on aurait souhaité. Jean-Claude Mailly, le numéro 1 du syndicat Force ouvrière.